Là, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Christine Nouveau. Je suis sophroanalyste, psychothérapeute. Je suis pharmacien, docteur en neurobiologie. J'ai pas mal de cordes à mon arc. Et surtout, j'ai créé un centre de formation il y a quelques années pour tout ce qui est formation à la relation d'aide et principalement pour former des sophroanalystes. Alors, je vais vous parler de moi en quelques instants pour vous donner un peu mon cursus. Et puis on va surtout attaquer les deux axes de la conférence, qui sont à la fois ce qu'est la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, et les correspondances avec notre trame généalogique. Comment ça peut se mêler ces deux choses-là. Alors mon parcours très simple, donc chercheur de formation, chercheur en biologie, je travaillais beaucoup sur le cerveau, on dirait que c'était déjà un appel. Et puis ensuite, après être chercheur, je suis passée en développement professionnel, j'ai fait de la RH. Et puis ben, j'étais pas satisfaite, hein. Bon ça c'est clair, parce que moi j'étais partie pour aider les gens, mais j'ai pas pu les aider. Alors ben, j'ai changé ma cutie et j'ai rencontré le docteur Claude Imbert. Et là c'était la révélation, puisque j'ai fait ma thérapie avec elle. J'ai lu un bouquin qu'elle avait écrit à l'époque qui s'appelle « L'avenir se joue avant la naissance ». Ah, tout est là. J'ai donc vraiment en 9 mois de temps, le temps d'une gestation, on peut dire que je suis renée. C'est-à-dire qu'il y a un avant, puis un après. Alors, je ne serai pas là aujourd'hui. Et puis, je me suis formée. Je me suis formée à sa technique. Je suis devenue psychothérapeute aussi. Donc, je me suis formée à beaucoup de choses, à la PNL, à plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que c'est une grande aventure et c'est une grande passion. Alors, on va voir une chose tout de suite. On va planter le décor. On va planter le décor avec les bases, les deux axes, les deux grands axes de notre fonctionnement. Le premier axe, moi j'appelle ça l'axe vertical, eh bien c'est l'axe de notre histoire personnelle. Notre histoire personnelle, avec tout ce qu'elle comporte, cette histoire personnelle, de ce que nous avons vécu. Nous avons vécu depuis la conception, dans le ventre de notre mère, dans notre enfance. Et on va voir, c'est la base de toutes les croyances que nous avons mises en place au fil du temps. Et ça, c'est l'axe le plus important, puisque c'est nous. C'est nous, habillés avec des couches de masques, de rôles. On va voir un peu comment ça se met en place. Mais c'est, je dirais, la partie la plus importante de votre histoire à explorer. Et puis, vous avez un deuxième axe, qui est l'axe, lui, transgénérationnel. Okay, et ça, c'est la généalogie. Je dirais que de façon plus large, c'est tout votre système familial. Parce que dans le système familial, il peut y avoir aussi d'autres personnes que la généalogie pure et pure. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a des correspondances entre ces deux axes. Alors, on va commencer par voir le premier, qui est quand même le plus important. Et puis, dans une deuxième partie de la conférence, on parlera du deuxième. OK? Ça marche. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, je vais d'abord vous parler d'une chose qui est très importante, qui est la carte du monde. Alors peut-être certains connaissent l'expression typiquement PNL. On se balade tous avec une espèce de carte du monde, une carte d'état-major. Et dans cette carte, eh bien, que nous n'arrêtons pas de déployer chaque fois que nous rencontrons une situation, il y a des tas de convictions, de croyances, de certitudes, surtout sur la vie, sur nos capacités, sur l'amour, la planète, la religion. On a des croyances sur tout, c'est incroyable. Il suffit de parler et hop, on en sort une. Et donc, dans cette carte du monde, qui est unique, puisqu'il y a une carte par individu, bien sûr, vous avez des croyances qui sont très aidantes. Un jour, j'ai une dame qui m'a dit oh, bah, vous savez, moi, dans la vie, je retombe toujours sur mes pieds. Super, ça, c'est une excellente croyance, on ne va pas y toucher, d'accord? Et puis, bien entendu, vous avez des croyances qui sont beaucoup plus limitantes, et c'est pour ça que j'imagine que vous êtes ici, parce que celles-là, nous empoisonnent la vie. Il y en a moins, je vous rassure. Mais ces croyances-là, eh bien, ce sont des croyances qui vous font dire « là, j'arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas capable, c'est toujours ma faute ». Vous savez, c'est le genre de choses qui vient en leitmotiv. Alors, bien entendu, les croyances, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pensées, mais des pensées qui sont extrêmement énergétisées, c'est-à-dire des pensées qui sont associées avec une émotion. C'est très fort, on va voir comment elles se mettent en place. Et qu'est-ce qu'elles génèrent? Toutes les croyances, les positives, les moins positives, elles génèrent des émotions. C'est-à-dire que nos pensées nous mettent dans des états émotionnels particuliers. Si j'ai la croyance que je ne serai pas à la hauteur, il est évident que le jour où je veux présenter mon projet à mon patron, ou parce que je veux postuler pour un autre poste, eh bien, je vais me sentir tremblante, je vais regarder par terre, je vais avoir le trouillomètre à zéro, comme on dit.
Donc, bien entendu, cette croyance, elle n'est pas étanche du tout. Et elle va générer un comportement particulier. Le comportement, c'est que je n'arriverai pas à parler en face à mon patron, je vais regarder mes pompes, hein, comme on dit, et il y a de grandes chances d'ailleurs que la présentation de mon projet soit assez loupée. Alors, une fois qu'on a fait un comportement, qu'on a agi d'une certaine façon, alors je parle des comportements un peu significatifs dans votre vie, c'est-à-dire des actes, pas quand vous allez acheter votre baguette chez le boulanger, hein, mais des actes un peu importants. Chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, d'important, eh bien on fait un bilan. Et ce bilan, on se dit, ouais, j'aurais pas dû faire ça, mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? C'est toujours ça, ça c'est le bilan. Eh bien ça vous permet, systématiquement, vous allez reboucler sur la croyance initiale, la croyance de base. Je vais vous donner un petit exemple, où il est simple. Hein. Imaginons que dans ma vie, j'ai une croyance très positive qui est celle que les gens ont quelque chose de bon à partager. Comme Jean-Jacques Rousseau, vous savez, très humaniste. Dans chaque être humain, il y a une étincelle de bon, de doux, de divin, de ce que vous voulez. Alors, j'ai cette croyance-là dans la vie, je me balade, et puis je traverse un jour une rue, et puis il y a un monsieur qui vient à ma rencontre. À votre avis, dans quelle émotion, dans quel type de ressenti je suis quand ce monsieur vient à ma rencontre? Calme, voilà, accueillant, bienveillant. Tiens, qu'est-ce qu'il veut? Curieux. Il me demande son chemin. C'est très bien, je lui donne le chemin, si je l'ai, sinon je vais discuter le bout de gras avec le monsieur. Ça sera très sympathique. Donc, émotion accueillante, comportement ouvert, je discute, et qu'est-ce que je me dis quand le monsieur est reparti? Je me dis, chouette, il avait un grand sourire. Pardon, c'est un parti positif, chouette. On avait vraiment quelque chose de bon à partager tous les deux. Et je me reconfirme ma croyance. C'est simple. Maintenant, si je suis une autre dame, et cette fois-ci, j'ai une croyance, mais bien limitante, celle-là, c'est que les hommes sont dangereux. J'ai des raisons dans mon histoire de me dire ça. Je suis dans la même rue, le même monsieur vient vers moi, et à votre avis, cette fois-ci, dans quelle émotion, dans quel état je suis? Méfiant, exactement. Méfiant, voire craintif. Ça veut dire que de toute façon, méfiance et crainte, ce sont deux déclinaisons de la peur. Et la réaction que j'ai, bien entendu que quand vous avez peur, vous avez deux types de réactions possibles. Soit, eh bien, vous avez un comportement de fuite, c'est-à-dire je prends mes jambes à mon cou. Bon, là, on va dire qu'il est 11h du matin, c'est un grand boulevard, je me recadre. Et deuxième réaction possible, très simple, je deviens agressive. Et à ce monsieur, je lui dis quelque chose comme écoutez, c'est rien du tout, moi. Vous savez, très cassant. Ouf. Donc le monsieur ne me demande pas son reste. Mais moi, je continue sur mon trottoir et je me dis quoi? Je me dis, je suis sûre qu'il avait quelque chose derrière la tête. Et je me reconfirme ma croyance initiale. C'est ça la boucle des croyances. Ça veut dire que quand vous avez installé une croyance dans votre vie, et on va voir comment, eh bien, le problème de cette croyance, c'est qu'elle va continuellement se répéter, elle boucle sur elle-même. Alors, bien entendu, ce qui va être important, c'est d'aller libérer ces croyances-là, changer ces croyances limitantes. Il y en a peu, c'est la bonne nouvelle, mais il faut les changer parce que sinon elles nous pourrissent la vie. Et vous savez une chose, c'est que nous sommes condamnés, si nous n'allons pas revisiter notre histoire, nous sommes condamnés à la revivre éternellement. Ça, c'est assez fort. Alors la bonne nouvelle, c'est comment est-ce que ces croyances se mettent en place? Et elles se mettent en place très souvent dans des moments, je dirais, petits, à partir de la vie intra-utérine, souvent dans des moments où il n'y a personne pour nous expliquer. C'est-à-dire dans des moments où on avance dans la vie, on commence à peine à parler, ou on ne parle pas, mais on vit une émotion forte. Une émotion forte parce que quelque chose va nous perturber, parce que nos parents sont dans des états émotionnels qui nous bouleversent, parce que nous sommes en train de vivre un événement particulier et nos parents ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe pour nous. Et à ce moment-là, personne ne nous expliquant ce qui se passe, eh bien, nous allons mettre en place une interprétation. Et cette interprétation, associée à une émotion forte, plus émotion, ça donne une croyance. Une croyance qui va s'inscrire très profondément dans votre vie. C'est-à-dire que la force de l'énergie de l'émotion, l'émotion c'est de l'énergie, avec la pensée énergétisée, crac, ça vient se graver dans votre marbre, et après, vous l'avez compris, ça commence à boucler de plus en plus fort, jusqu'à l'adulte. Autrement dit, il faut comprendre ici que l'âge qui est en train de vivre ce moment-là
est un âge qui va rester avec cette croyance. Le problème, c'est que même s'il y a des choses bien qui surviennent après, même si après, il y a plein d'éléments qui me font dire que, imaginons qu'ici, j'ai la croyance que maman ne m'aime pas. C'est une croyance forte, hein. On va l'avoir dans d'autres exemples. J'ai cette croyance et je la mets en place dans la petite enfance ou dans la vie intra-utérine. Après, il y aura peut-être de l'amour de ma mère, c'est-à-dire qu'elle va manifester des comportements qui sont sympathiques. Et on pourrait se dire, tout va bien. Non, non, parce qu'ici, c'est figé dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connaissance dans cet âge de votre enfant intérieur qui est dans cette souffrance. Il n'y a aucune connaissance du futur. Lui, il est resté au moment où il l'entend. Et c'est comme s'il réentendait en permanence cette phrase de non, pas cette phrase ou cette croyance, je t'aime pas. Et c'est pour ça que c'est actif. C'est pour ça qu'on arrive à un certain niveau dans l'adulte à vivre des choses qui sont tout à fait paradoxales, qui sont par exemple, si j'ai la croyance, une croyance de dévalorisation, imaginons que j'ai l'impression que je ne vaux pas grand-chose, ok, même si je démontre plein de compétences dans ma vie après, et que les autres me diront oui, oui, waouh, toi tu es super, et toi tu sais faire, il n'y a aucun souci, toi tu peux, tu sais. Moi je ne l'entendrai pas en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie de moi qui l'entend, mais la grosse partie, c'est celle qui tire en arrière. C'est l'élastique qui tire en arrière. Et c'est l'embryon à l'intérieur de moi qui n'y croira pas. Comme une petite voix qui dit tout ça c'est des falaises. C'est pas vrai en fait. Hein. Et vous vous rendez compte que finalement dans votre vie vous avez mis en place un certain nombre d'âges comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. C'est-à-dire qu'il y a des âges dans la vie intra-utérine, à la naissance, un peu dans l'enfance, parfois même au moment de la conception, où nous avons mis en place des croyances extrêmement limitantes et qui n'arrêtent pas de boucler, qui bouclent. Et quand on arrive dans l'adulte, c'est pas l'adulte qui est aux commandes, c'est du coup l'embryon ou l'enfant qui est en souffrance, qui tire en arrière et qui prend les commandes. Et on se trouve à dire ou à faire des choses, on se dit, mais enfin punaise, comment ça se fait que j'ai été attire ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que la vie m'attire encore une situation comme celle-ci? Parce que des fois, c'est même pas de votre faute. Mais comme une croyance est très forte, c'est une pensée énergétisée, certains d'entre vous savent la force de la pensée, nous en arrivons finalement à aimanter dans la vie des situations qui vont nous faire nous reconfirmer cette croyance en permanence. Ok? Alors, je disais qu'il n'y a pas beaucoup d'âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup bouclé. Et nous, on se fera analyse d'éléments prénatales, de la naissance et de l'enfance, on ne va pas s'intéresser aux intermédiaires, on s'en fiche. On va s'intéresser à la racine, c'est-à-dire là où la croyance est mise en place, à la vraie origine. C'est celle-là qu'il va falloir lever. Et comment? Eh bien, tout simplement, en accompagnant ici notre enfant intérieur, en simple relaxation. Ça se fait sur un fauteuil, vous avez juste les yeux fermés, et vous allez, entre guillemets, revenir, ça se fait tout seul aussi, ça se fait en quelques instants. Ne croyez pas qu'il faille une transe, c'est pas de l'hypnose, ça se fait en quelques instants. Vous revenez au moment où la croyance est mise en place. Alors je vous rassure, c'est toujours en sécurité, c'est une technique de sécurité, la sophroanalyse, et c'est une technique qui est aussi pleine d'amour. Hein. Sécurité et amour, c'est les deux maîtres mots. Pourquoi faire? Pour aller changer les interprétations. Une interprétation, c'est une interprétation. Un jour, j'ai un monsieur qui est arrivé dans mon cabinet et qui est arrivé défait. Bon, je veux dire, il avait la chemise trempée, il était tout blême. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, oh là là, c'est affreux, je viens de faire une crise de panique, là, une attaque de panique, je suis passé sur un pont. Il ne m'avait pas dit, ce monsieur, hein, que j'accompagnais par ailleurs, qu'il faisait des attaques de panique chaque fois qu'il passait sur un pont. Vous allez dire, c'était plutôt anecdotique, il ne passait pas sur un pont tous les jours. Hein. Donc là, je dis, écoutez, on va en profiter pour travailler là-dessus. Effectivement, son esprit, il est amené directement. Et il s'est retrouvé tout petit, il avait 3 ans. Donc là, on est plutôt dans l'enfance, 3 ans, et il était avec ses parents sur un marché. Et à un moment donné, il y a eu un mouvement de foule. Le marché était sur un pont, j'ai oublié de vous le dire. Mouvement de foule, et notre enfant se trouve séparé de ses parents, et il a failli se faire écraser. C'est-à-dire que 3 ans, c'est un petit bout de chou, vous voyez. Donc mouvement de foule, les parents le quittent, lui se retrouve par terre, peur d'être piétiné, et il a cru qu'il allait mourir. Ça, c'est l'origine de l'attaque de panique. Mais la croyance qu'il a mise en place derrière, c'est mes parents m'ont abandonné. Et du coup, parce que cette croyance était trop forte, c'était insupportable. Si mes parents m'abandonnent, c'est quoi ma valeur? 0 pointé. Du coup, il a refoulé l'événement. Ok?
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est resté que l'attaque de panique, l'ancrage, comme on appelle en PNL. C'est-à-dire que chaque fois qu'il repassait sur un pont, hop, de nouveau, il avait cette attaque de panique, mais il avait totalement occulté le petit bonhomme de 3 ans qui était resté avec cette fichue croyance. Et qu'est-ce que j'ai invité à faire à ce monsieur? Je lui ai dit, ben là, vous avez 3 ans, il y est, donc il se voyait, il était dedans. Déplacez votre conscience, allez voir un peu ce qui se passe pour vos parents. Ils sont dans quel état, vos parents? Ben, les parents, ils étaient catastrophés. Je veux dire, quand on a perdu un enfant, on leur a dit, mon Dieu, mon Dieu. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être, quoi, 5-6 minutes. Mais c'est une éternité quand on a 3 ans et qu'on a fait mourir. Et ses parents étaient catastrophés. Et du coup, il a compris quoi? Il a compris que c'était pas parce qu'il était sans valeur et moche et qu'il n'avait pas été abandonné. Mais tout simplement, ses parents n'avaient pas fait exprès. Et ça a tout changé. Dans l'instant, il a changé sa croyance. Et c'est une interprétation. Rendez-vous compte du nombre d'événements que vous vivez et pour lesquels, à chaque fois, vous avez une seule interprétation. Le problème, c'est qu'on ne prend jamais la bonne. Curieux. Et oui, parce que l'enfant que nous sommes, et qui plus est le petit embryon, lui, chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est sa faute. Nous sommes des petites éponges. C'est souvent qu'on prend tout sur nous. J'ai dû dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça, c'est la caractéristique de l'enfant. Donc l'important, c'est d'aller changer la croyance au moment où elle s'est mise en place. Et il faut revenir dans ce moment, toucher un tout petit peu l'émotion. Pourquoi? Parce que c'est le tremplin énergétique. Si je vous explique votre histoire à tous, imaginons que je sois Dieu, ok? Je connaisse toute votre histoire, de A jusqu'à Z. Et que je vous l'explique. Vous savez quoi? Ça ne va rien changer dans votre vie. Parce que ça restera sur un stade mental. C'est-à-dire que vous allez tout comprendre là, dans la tête, mais il n'y a rien qui sera passé ici. L'énergie de vie, elle part du hara. Okay? Donc ça veut dire que nous sommes invités à redescendre dans le moment où nous avons inscrit cette énergie-là pour aller la libérer. Mais ça se fait en sécurité, ça se fait tout seul. Parce que votre âme, elle vous amène toujours, c'est votre âme qui vous guide. Alors pour ceux pour qui le mot âme donne des petits boutons, vous pouvez l'appeler votre sagesse intérieure, votre être intérieur, la partie de vous lumineuse qui a tout enregistré depuis que vous êtes arrivé sur Terre. Okay? Elle a tout mémorisé et tout est stocké. Sauf que vous ne pouvez pas vous balader avec une quantité énorme d'informations comme celle-là. C'est énorme. Autrement dit, vous avez tout rangé dans les tiroirs. Bien. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, eh bien, on ne se rappelle plus trop ce qui s'est passé au début. C'est assez classique, quand les gens disent « Ah oui, mais j'ai plus de souvenirs jusqu'à 10 ans, 11 ans. » Ben ouais. Par contre, moi j'ai des petits clients qui ont 5, 6 ans, et des fois je leur pose la question « Et c'était comment dans le ventre de ta mère ?» Eh ben, ils me racontent, vous savez, parce qu'ils s'en souviennent encore. Ils sont encore en contact. C'est ça qui est chouette. Mais au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, on a de moins en moins de contact, bien entendu, parce qu'on a d'autres choses à gérer, et notre mémoire ne va pas se charger avec des choses qu'elle considère comme inutiles. Ça, c'est le fonctionnement du mental. Mais, quand vous voulez changer des scénarios répétitifs dans votre vie, quand vous en avez marre, quand vous resserve le même plat, à ce moment-là, vous avez de l'énergie pour changer, et à ce moment-là, votre âme, elle vous amène là où vous devez aller, et elle va choisir le bon tiroir, en toute sécurité, là où vous avez les ressources pour le gérer. Ok? Parfois, elle ne vous amène pas directement sur le tiroir le plus dur. Imaginons par exemple, je ne sais pas moi, un truc un peu dur, hein, que votre mère ait eu, allez, elle fait une tentative d'IVG. Dans les liens intra-utérines, ça fait partie des gros machins, ça, hein, d'accord? Si votre conscience n'est pas prête à aller directement là-dessus, si, je dirais, au niveau émotionnel, c'est trop fort, votre âme ne vous amènera pas directement là. Elle va vous amener à un autre moment, un moment qui sera aussi bien bon à libérer, où vous allez lâcher un boulet, ok, mais vous allez mettre en place des ressources. Et puis, peut-être, elle va vous amener à 2, 3, comme ça, séances de ce type. Chaque fois, vous allez aller mieux, vous allez comprendre, parce qu'à chaque fois, votre niveau de conscience augmente. Et puis, peut-être qu'à la 4e, vous pourrez aller là. Et là, quand votre âme vous y amène, vous avez les ressources pour gérer et ça se fait facilement. C'est ça qui est chouette. Dans la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, comme votre âme est aux commandes, le sophroanalyste, lui, n'est pas dirigiste. Moi, je suis au service de votre âme. Entendez bien ça. Il n'y a que vous qui sachiez. Il n'y a que cette partie de vous qui a tout enregistré qui peut vous conduire et vous guider. Et l'avantage aussi dans cette technique, c'est que du coup, vous vous reconnectez avec ce guide intérieur. Et c'est votre seul gourou. Comme je le disais l'autre jour, combien de gens dépensent des fortunes dans les voyants, des médiums, des canalisations, etc. C'est très à la mode. Hein. Sauf que moi, mon canal principal, c'est mon âme. Hein. À partir du moment où elle me dit quelque chose, et elle me le dit à sa façon, rassurez-vous, hein, c'est pas forcément écrit en lettres de feu dans ma tête, hein, ni une voix qui me suit sur ça, mais elle me le dit à sa façon, et chacun va trouver le canal qui lui correspond.
mais c'est elle qui guide, tout le temps. Okay. Et ça, c'est énorme, parce que ça, c'est l'assurance de la maîtrise. Ça, c'est l'assurance que dans votre vie, vous irez où vous devez aller pour vous réaliser. C'est important. Je vais vous donner un exemple dans la vie intra-utérine. Alors pour ceux, je vois qu'il y en a certains qui ont déjà assisté à la conférence, la première que j'ai donnée samedi. Tant pis. Mais l'exemple du non-désir est très important parce que c'est un des plus marquants. Dans la vie intra-utérine, prenons un embryon qui entend sa mère au moment où elle fait alors le test de la lapine, ça c'était de mon temps. Pour les autres, maintenant, c'est des tests qui sont beaucoup plus hormonaux, enfin avec les petits machins là, bleu, vert, oui, non, etc. Et la mère dit, merde, c'est vraiment pas le moment, carrément. On va le dire, osons. À votre avis, dans quel état va se trouver cet embryon? Dans quelle émotion? Plus fort, allez-y. Triste, choqué, rejet, voilà. Triste, c'est un euphémisme. Hein. C'est franchement un euphémisme. On le dit en riant, mais c'est carrément du désespoir. Rejet, sentiment d'abandon. Comme je vous le disais tout à l'heure, si ma mère, qui est la personne supposée m'aimer le plus au monde, ne veut pas de moi, quelle valeur j'ai? 0. Si cette personne qui est supposée m'aimer le plus au monde ne m'aime pas, qui va m'aimer? Personne. Ok? Donc déjà, on installe ici une croyance énorme. C'est le premier boulet, hein, moi j'appelle ça des boulets. Dévalorisation, manque d'amour de soi. Pensez à quelque chose d'important. Combien de gens sont dans des désamours d'eux-mêmes et se disent, mais je n'aime pas. Ah, j'aime les autres, je les aime. Et c'est vrai, ils ont du cœur pour les autres, mais pour eux-mêmes, sec. Manque d'amour de soi. Et effectivement, si j'ai la croyance que ma mère m'aime pas, comment voulez-vous que je m'aime, moi? C'est elle qui va me donner l'exemple. C'est mon premier modèle. Manque d'amour de soi. Donc, on a encore un boulet. Et dans ces conditions, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que ce n'est pas uniquement les croyances qui vont être agissantes. C'est aussi tout ce que je vais mettre en place pour pouvoir résister à ce maelstrom. Parce que d'un, il va falloir que j'arrête de souffrir, c'est trop dur. Quand on disait désespoir, c'est vraiment trop dur. Désespoir, peur aussi, hein, qu'est-ce qu'elle va faire de moi? Il peut y avoir ça. Imaginez qu'il y ait une fausse couche avant ou des tentatives d'IVG précédentes. Là, je vais commencer à serrer les fesses comme embryon. Hein, okay. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ce moment, qui se cristallisent juste dans cette empreinte. Alors, il faut résister à ça. Donc, je peux y résister en me coupant déjà des émotions. Oh, rideau. Hein, il y a des gens comme ça, clac. Ils se disent, waouh, je me vois, mais j'arrive pas à sentir, j'ai pas l'émotion. Alors, c'est pratique parce que quand on coupe l'émotion comme ça, on coupe toute la souffrance. Mais le problème, c'est que des émotions, on en a que 5. On a celles qu'on n'aime pas trop, la colère, les peurs, les tristesses et les douleurs. Et on en a 2 autres qu'on aime vachement, c'est la joie et l'amour. Mais quand je coupe les émotions, je coupe tout. Autrement dit, je vais arriver à vivre comme ça pendant un certain temps, dénué d'émotions, puis à un moment donné, je commence à sentir qu'il y a un décalage, parce que la joie de vivre, je ne l'ai plus. Un jour, j'ai reçu une dame dans mon cabinet, elle est arrivée, et elle me dit, moi, de toute façon, les émotions, je ne sais pas ce que c'est. Cette dame, elle a 4 enfants, elle avait 4 enfants à l'époque, je ne sais ça toujours. Et je lui dis, mais madame, vos enfants, c'est comment avec vos enfants? Et elle me répond, tenez-vous bien, je sais que je les aime. Ça passe par là. Et avec le mari, j'en parle même pas. Ok? C'est ça. Ça, c'est la coupure de chez la coupure au niveau des émotions. Mais je peux aussi me protéger et arrêter de souffrir en me coupant des pensées. Comme je le disais dans une autre conférence, c'est les blancs. Certaines personnes qui ont des blancs tout d'un coup, qui croient qu'ils sont bêtes pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que quand l'émotion est trop forte, il y a un rappel de ce moment-là, de la vie intra-utérine, et clac, je fais un rideau sur les pensées. Et pendant quelques instants, je ne sais plus. J'ai plus ma tête à moi. De quoi vous parliez au fait? C'est jusqu'à ce que ça se remette en place. Mais c'est pas tout. Ça, c'est une stratégie pour arrêter de souffrir. Mais maintenant, cette mère, je suis dans son ventre, je dépends totalement d'elle en tant qu'embryon, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir décider pour quand même essayer d'avoir un peu d'amour, d'être un peu vu, un peu accepté. Des fois, c'est même pas l'amour que je vais chercher. Je vais essayer simplement d'être un peu reconnu. À votre avis, comment je vais faire? Essayer de se faire aimer. Oui, alors, mais comment?
Voilà, je vais être gentille, je vais être sage. J'aurai toujours le sourire. Ok, je vais lui faire plaisir, je vais lui faire la clown. Ou alors, je vais me faire toute petite. Je vais pas gêner. Et là aussi comme ça, hein. Ou alors, je serai l'enfant parfaite. Tout bien à l'école. Vous savez, ces petits anges blancs qu'on balade et dont on dit, oh là là, vous savez, première à l'école, fait toutes ses nuits, jamais malade, dit bonjour très très poli. Oui, sauf que le petit ange blond en question, blond ou brun d'ailleurs, eh bien, son problème, c'est que tous ses besoins, vos besoins fondamentaux, ils passent à l'as. C'est-à-dire que tout étant orienté pour essayer d'avoir un petit peu de reconnaissance et d'amour, quand moi j'ai un besoin, je le tais. Et quand on arrive à l'âge adulte, eh bien, on se retrouve avec une espèce de cocotte minute à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir fait taire ses besoins, les besoins, vous savez, ils poussent, hein, puis à un moment donné, ça explose. D'ailleurs, aux grandes dames de tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'aussi bien, lisse, sous tout rapport. Ah oui, à un moment donné, le petit ange blond qui se réveille parce que c'est un bébé comme tout le monde et qui a simplement besoin d'être lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à mettre en place, dans ces stratégies de survie et ces stratégies pour être aimé, des masques et des rôles qui vont nous coller à la peau toute la vie. Et on n'est pas soi-même. Je vous rappelle quand même que chacun d'entre vous est unique. C'est vraiment important ça. Unique, il n'y en a qu'un comme vous sur Terre. Un seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un potentiel unique. Quand je dis sur Terre, c'est dans tout l'univers. Et c'est ça, c'est ce pourquoi vous êtes ici sur Terre. C'est pour vous réaliser. C'est-à-dire pour manifester ce potentiel. Ok? Tant que vous êtes ligoté dans vos rôles et dans vos masques, vous n'êtes pas vous-même et vous ne pouvez pas déployer vos ailes. Vraiment déployer ses ailes, c'est ça. Et c'est là qu'on trouve la joie et qu'on trouve l'amour. Le vrai. Il est là-dedans. Hein, sur mon stand, j'ai mis une petite fille, une très jolie petite fille. On la voit un peu, là, elle est là en minuscule sur la plaquette. Hein. C'est l'enfant libre. C'est ça que nous venons chercher, l'enfant libre en nous. Hein. Celui qui a l'énergie, qui a la créativité. Hein, et qui est au contact de la vie, quoi, tout simplement. Alors, quand on a vu ça, on voit la dernière, parce que cette empreinte est quand même assez intéressante, et c'est le troisième boulet. Autrement dit, c'est bien, on résume. Il n'y a pas 36 boulets qui nous concernent, il n'y en a que 3. Allez, simplement, on les décline à notre façon. Le troisième, c'est quoi? En tant qu'embryon, je suis dans le ventre de ma mère, et le problème, c'est quoi? Ma mère, elle est malheureuse. Du coup, je me sens comment, moi? Coupable. Et boum, on entend le marteau. C'est exactement ça. Coupable. Ça veut dire que non seulement je me prépare déjà des lendemains très chantants avec tout ce que je viens de mettre en place, en une seule empreinte, vous avez vu, mais en plus je rajoute la couche de culpabilité. Parce que quand je suis coupable, je mérite d'être puni, et donc on est très fortiches les uns et les autres pour mettre en place des autopunitions. C'est-à-dire tous les sabotages que nous connaissons bien, chaque moment où nous sommes sur le point de faire quelque chose de bien, de nous réaliser, il y a un machin qui arrive, et on ne sait pas pourquoi. Alors, des fois, c'est de notre chef, et alors là, on se fait, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai dit ça, etc. Ou alors, c'est pas de notre chef, parce que nous l'avons attiré inconsciemment. Et donc, vous l'avez compris, le troisième boulet, c'est la culpabilité, et c'est sincèrement le plus lourd. Pourquoi? Parce qu'il entraîne forcément les autres. C'est-à-dire, si je me sens coupable, quelle image j'ai de moi? Dégueulasse, je suis mauvaise, je suis méchante, et du coup, je risque pas de m'aimer. Voyez-vous ce que je veux dire? Et ça tourne comme ça. C'est ça, les 3 boulets. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement, il n'y a pas tant de moments que ça où nous avons mis en place ces racines-là. C'est pour ça que la sophranalyse des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance, c'est une thérapie qui est assez brève, on va à 30 heures. Ça, c'est important de l'entendre. Parce qu'elle va aller directement à l'essentiel. Elle va aller adresser le moment où ça s'est mis en place. Alors, que j'ai le temps de vous parler, oui, je veux faire la moitié aussi avec la généalogie, donc... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, quand on en arrive à cette histoire, là, on vient de prendre conscience que dans sa vie d'adulte, là, ici, eh bien, on est ligoté, il y a des copier-coller avec ce qui se passe dans la vie intra-utérine. Cette prise de conscience est importante, et dans la thérapie, vous arrivez vous-même à cette prise de conscience. C'est pas le thérapeute qui vous dit « Ah, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Non, pas du tout. C'est vous qui le découvrez. Pourquoi? Parce qu'on vous pose des questions, et en vous posant des questions, on retrouve tout. Mais maintenant, la deuxième partie, la plus importante, c'est qu'il va falloir changer la croyance. Et pour changer la croyance, et on va apporter ici à l'embryon, eh bien, d'autres éléments qu'il n'avait pas, des éléments de compréhension qu'il n'avait pas à l'époque. Et le premier, c'est quoi? Le tout premier, le plus évident. Un homme et une femme qui font l'amour. Ça donne un bébé, on est bien d'accord. Pour faire un bébé, il n'y a pas 36 façons. On ne va pas se poser des questions. Et du coup, réfléchissez bien, à qui appartient la responsabilité de faire l'enfant? Est-ce que c'est à l'enfant ou aux parents?
Eh bien, aux parents. Oui, merci d'avoir tardé un peu à le dire, mais c'est tout à fait ça. Ce sont bien les parents et non pas l'enfant. Hein. Comme je le dis toujours, même si vous avez la croyance que j'ai, parce qu'on peut le retrouver ça dans justement Sophranalyse, que vous avez choisi vos parents, mais oui, bien sûr. Mais pour autant, c'est quand même pas moi, parce que j'ai pas de corps, voyez-vous, pour les obliger à faire l'amour et créer ma première cellule. Ah non, je ne peux pas les obliger à faire ça. Hein. Autrement dit, c'est bien cette première cellule. Le fait de faire l'amour, c'est 100% la responsabilité. Oui, mais voyez-vous, moi ça me dédouane aussi sec, parce que quand je comprends ça, ma culpabilité et tous mes processus de sabotage, eh bien je fais une croix dessus. Vous savez, ça change tout, hein. C'est la grosse respiration, ça. C'est la première déjà, hein. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que je vais réaliser quoi? Je vais réaliser que finalement, pour que je sois là, eh ben, il faut bien que mon père et ma mère, à leur part, eux, dans leurs petites pensées, vous savez combien vous avez de pensées par jour, à peu près? Ça marche, c'est à peu près ça, des milliers. On en a tout le temps. D'ailleurs, si vous vous arrêtez quelques secondes et vous vous dites, tiens, allez, j'arrête de penser, on va les compter les secondes. Hein. 1, 2, 3, à la quatrième, c'est parti dans tous les sens. Hein. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs étages. Il y a un étage, il y a un plan, qui est le plan conscient où vous êtes, là où vous avez vos pensées en ce moment, d'ailleurs ça turbine en ce moment, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à leurs propres histoires, et puis il y a d'autres plans dans l'individu, bien entendu, et il y a un plan d'âme. Alors, si je vous pose la question, le spermatozoïde et l'ovule qui vont créer cette première cellule qui va être, je dirais, le premier véhicule de votre existence, c'est là où votre âme va s'incarner, eh bien, quelle est la conscience qui les anime, ces deux-là? Est-ce que c'est les pensées des parents, la conscience superficielle, que vous connaissez bien? Est-ce que c'est la conscience profonde des parents, celle qui est stable, unique, qui est reliée à l'âme? Ou est-ce que c'est la conscience qu'on appelle organique? À votre avis? C'est timide, hein? Pardon, j'ai mal entendu. Organique, conscience organique. Bon, très bien. Alors, parlons de la conscience organique. Donc, en tant que sophranalyste, j'accompagne des couples qui sont victimes de stérilité non organique. Tout fonctionne bien chez ceux-là. Spermatozoïdes, ovules, tout est au rendez-vous, les ovules matures, les spermatozoïdes frétillent, tout va bien. Et alors, il n'y a qu'une seule pensée en tête dans ces couples, c'est « on veut un bébé, on veut un bébé, on veut un bébé hein ». Donc, c'est mono-orienté sur le bébé. Ouais, et ils font l'amour plutôt 2 fois qu'une, pile ou période féconde. C'est parfait. Sauf que le bébé, il vient pas. Ah ouais, alors réfléchissez, hein, c'est de la logique. Si le spermatozoïde et l'ovule étaient reliés aux pensées des parents, bah, il y a longtemps qu'il y aurait une flopée de bébés. Vous le suivez bah. Si c'était relié à la conscience organique que j'ai entendue, bah, il y aurait longtemps qu'il y aurait une double flopée de bébés. Vu que ça y va ce jour-là, hein, vous avez compris? Eh non, c'est l'âme. Parce que l'âme, voyez-vous, eh bien, elle dit oui ou elle dit non. Quand elle dit non, elle a de bonnes raisons de dire non, pour ces couples qui sont atteints de stérilité. Par contre, vous tous qui êtes ici dans cette salle, excusez-moi mais c'est la grosse chaleur, eh bien, figurez-vous que l'âme de vos parents ont dit oui à la vôtre. Sinon, vous ne seriez pas là. Il faut que l'âme du père et l'âme de la mère aient dit oui à la vôtre. Sinon, c'est pas possible d'être sur Terre. Et vous savez, j'ai aussi accompagné un certain nombre de gens qui sont nés en étant victimes de viol. Enfin, la maman a été victime de viol. Parfois, d'ailleurs, des viols par le père. Hein. Il ne faut pas croire, les viols, c'est pas uniquement par des étrangers, savez-vous. Et ces gens-là, c'est pas possible. Eh bien, figurez-vous que si. Parce que non seulement c'est possible, mais quand on retrouve le moment de sa conception, vous savez que le moment de sa conception, c'est un moment extraordinaire. C'est un Big Bang. C'est la rencontre de 2 univers, et c'est un éclaboussement d'énergie. C'est un véritable soleil, ce moment de notre conception. C'est une grande chance de s'incarner, on va voir pourquoi. Et quand ce moment-là, on le retrouve, ben, il s'inscrit à jamais dans notre vie. Et pour ces gens-là, qui bien entendu ont une vie lourde, on va voir ce que ça amène, mais c'est également une énorme réconciliation avec eux-mêmes. Parce que l'âme a dit oui. C'est pas parce que nos parents ne nous ont pas accompagnés comme il fallait, parce qu'évidemment, on n'est jamais content de la façon dont ils l'ont fait. On est toujours en train de récrier, les marques d'amour qu'on a eues, c'était pas celles qu'on voulait, ils me donnaient des cadeaux, moi je voulais des caresses, elle me donnait des caresses, moi je voulais qu'elle foute la paix. Enfin, c'est de toute façon assez rare que j'entende quelqu'un qui me dise « ma vie était vraiment, waouh, une petite carte postale ». C'est rare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous donnent ce qu'ils peuvent. Des fois, ils ne nous donnent pas grand-chose. Des fois, j'avais une dame dans la conférence l'autre jour, qui probablement a été adoptée. Parfois, ils nous donnent juste la vie, et tout, ils s'en vont. Et alors, vous l'avez toujours, la vie.
pensez que ça c'est la chose la plus importante, hein, c'est que tous ceux qui sont ici présents, vous vous êtes pas fichu une balle dans le crâne. Ça veut dire que la vie est suffisamment précieuse pour que vous la gardiez et que très souvent vous la donniez à votre tour. Autrement dit, c'est le cadeau le plus précieux. Ça, ce sont des choses qui sont des bonnes vérités, parfois juste à se remettre un peu dans la tête. Hein. Voilà. Donc, revenons à notre embryon. Eh bien, quand il comprend ça, quand il comprend qu'un, il n'est pas coupable, que deux, eh bien, il y a de l'amour au départ à sa façon, et qu'ensuite son âme va lui expliquer le sens, et on va le voir juste après, de pourquoi il a vécu ça, mais ça change tout. Ça change tout parce que moi, vous savez, quand je me retrouve dans le ventre et que ma mère, elle me donne cette nouvelle-là, oh merde, c'est pas le moment de l'avoir, etc. Eh bien, quand je suis dans le ventre, j'ai l'impression que tout est noir, je suis recroquevillée dans un coin, c'est pas le pied, hein, bien. Et quand je comprends tout ça, c'est-à-dire je change mon interprétation, eh bien, je vérifie aussi ça, hein, le ventre il s'éclaire, tout d'un coup je peux bouger, alors tout à l'heure j'étais complètement scotché, et ça y est, ça change tout, et ça change mes décisions de vie. J'ai plus besoin de mettre des masques et des rôles pour tenter d'être aimé. Je l'ai, l'amour. Je me relie à un plan qui est là, qui a toujours été là. Tout le reste, vous savez, la vie, c'est une grande scène de théâtre. On vient vivre des rôles. Ah, on les vit bien, hein, on est vachement dedans. Hein. Ça, faut reconnaître qu'on est très, très impliqués. Donc on vit ça avec le petit bout de la lorgnette. Hein. Mais ces rôles-là, ils vont nous servir. On va voir juste après. Ils nous servent à quoi? Ils nous servent à apprendre des tas de choses. Mais il y a toujours, quand on fait une pièce de théâtre, le moment où tous les acteurs se retrouvent derrière le rideau, dans les coulisses. Et là, tout le monde sable le champagne. Alors, vous l'avez compris, l'embryon qui va changer son interprétation va changer également tout son futur. Hein. Et au lieu d'avoir un individu qui est ligoté, on va avoir un individu qui va pouvoir déployer ses ailes. Et ça, c'est énorme. Alors, dans la sophroanalyse, en fait, dans cette technique, la force, c'est que vous allez pouvoir aller, comme votre âme est la seule qui vous dirige, à n'importe quel moment de l'origine. C'est multidimensionnel comme outil. Autrement dit, vous pouvez très bien avoir une origine dans la vie intra-utérine, vous pouvez avoir une origine dans l'enfance. Dans l'enfance, il y a aussi des choses qui se passent, qui sont importantes et qui font qu'on met en place des croyances. On vit aussi des traumatismes. Hein. Alors on en vit aussi dans la vie intra-utérine, vous avez compris, une tentative d'IVG, dans la vie intra-utérine, c'est un trauma, hein, on ne peut pas l'être autrement. Bien entendu que vous pouvez aussi tomber sur d'autres moments qui peuvent être des moments qu'on pourrait appeler de l'inconscient collectif, d'autres pourront l'appeler des vies antérieures, on s'en fiche. L'important là-dedans, c'est que ce n'est pas le thérapeute qui vous dit qu'il faut aller quelque part, c'est que c'est votre âme qui vous y amène. Si elle considère qu'il y a une partie de vous, une facette de vous qui est en souffrance, et c'est vraiment de ça dont ça parle, hein, eh bien elle va vous amener pour la libérer. Ça peut être également dans la généalogie, parce que parfois la généalogie, on va y venir après, s'invite également chez nous. Et elle s'invite, tout d'un coup, on voit arriver un grand-père avec une tête de 6 pieds de long, on se demande ce qui se passe, et on s'aperçoit que nous avons un rapport avec ce grand-père, hein, et on va découvrir lequel. Autrement dit, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a plusieurs vous en souffrance. Un embryon, une petite fille, vous avez un bébé à la naissance. Pensez qu'à la naissance, il y a tout un tas de choses qui se nouent là. Je vais y revenir. Et chaque fois, ce sont comme si vous étiez vous-même un être morcelé. Vous êtes divisé. Et selon les circonstances, c'est l'embryon qui prend les commandes ou c'est l'enfant qui prend les commandes. Sauf que vous n'êtes pas aux commandes vous-même. Ok ? Eh bien, en sophroanalyse, vous allez pouvoir réunifier chaque facette. Il n'y en a pas des masses, rassurez-vous, c'est vraiment rapide, hein, mais chaque facette qui est en souffrance, en fait vous allez rassembler pour devenir un. C'est ça le principe. Et juste pour terminer, dans la vie intra-utérine, il y a aussi des facettes très importantes qu'on va trouver alors à la naissance, parce que la naissance c'est ce moment où nous allons mettre en place, c'est le premier jet vers la vie. Ça veut dire que tout ce que je vais mettre ensuite en place de décisions, de projets, etc., je vais toujours le vivre de la façon dont je suis née. C'est-à-dire que nous revivons à chaque fois le processus de naissance dans tous nos processus de décision. Donc c'est un moment qui est particulièrement important. Si vous êtes né comme une lettre à la poste, ça ne va pas du tout faire le même effet que si vous êtes né avec des forceps. Hein, okay, parce que dans le cas des forceps ou des césariennes, il y a beaucoup d'assistanat. Hein. Tandis que quand c'est vous, et parce que c'est vous qui décidez de naître, hein, c'est le bébé qui lance le signal, c'est pas la mère. Hein. Quand vous décidez de naître, à ce moment-là, vous lancez une impulsion dans la vie qui est extraordinaire. Et à la différence de... Alors, parfois il faut revivre cette naissance, et on la revit en sophroanalyse, pour se redonner l'élan, pour changer, on va changer les circuits neuronaux en sophroanalyse. Pensez que vos neurones, ils sont plastiques.
C'est-à-dire qu'à tout moment, ils grandissent. Peut-être certains d'entre vous, parce que moi de mon temps, on me disait, vous savez, vous grandissez, votre cortex il se développe jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, vous commencez à chuter. Bonne nouvelle, hein, c'est sympathique. Après, on s'étonne pour qu'on nous appelle des vieux, hein, mais pas du tout. Vos neurones, ils continuent à pousser, à se développer, à croître. Ils changent les connexions. C'est ça la neuroplasticité. Bien sûr, c'est grâce à ça qu'on peut évoluer, fantastiquement. Aujourd'hui, on sait même que l'ADN évolue, hein, puisqu'il est en fonction des émotions, etc. Donc, heureusement, bon, la science suit, hein, c'est bien. Ok, alors, que je prenne 10 minutes, c'est tout bon. Donc, un outil multidimensionnel. Maintenant, on va voir justement cette deuxième partie, qui est la partie transversale. Vous vous rappelez, dans le petit, ce que je vous ai montré, on a vu l'axe personnel. Ça, c'est votre histoire avec toutes les croyances que vous avez mises en place et ces stratégies. Et puis, on a la sphère ici de la généalogie transgénérationnelle. Alors, comment ça fonctionne, ça ? Vous êtes et vous faites tous partie d'un système. Et ce système, eh bien, il a des lois. Tous les systèmes, ça s'appelle la systémique d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que votre famille, votre système, eh bien, a des lois très spécifiques. Une de ces lois, la première, c'est que chaque être a exactement la même importance. Chaque, je dirais, sujet du système a la même importance. Ça, c'est primordial. Donc même si vous avez un arrière-grand-père qui a fait la fortune de la famille, il n'a pas plus d'importance que votre petit-fils qui vient de naître. C'est clair ? Mais dans ce système, il y a aussi une loi qui est la loi de chronologie, c'est-à-dire qu'il y a une circulation d'énergie qui fait que ce sont les grands dans le système, justement l'arrière-grand-père, les parents qui donnent aux enfants. Donc ça va de ceux qui étaient là avant vers ceux qui sont là après. Ça, c'est le sens de l'énergie. Ok ? Et puis, le système, eh bien, il ne supporte pas quand il y a quelqu'un qui est exclu. Ça, pour lui, ça lui donne des petits boutons. Et les exclusions, il y en a plein dans nos systèmes familiaux. C'est-à-dire que vous avez des enfants, par exemple, qui sont des enfants IVG, vous avez des enfants qui meurent tôt. Hein. Moi, j'ai une dame un jour, une de mes clientes, elle m'a dit, mon frère est mort à 4 ans dans un accident de train. Ils sont tous allés à l'enterrement. Et à l'enterrement, à la sortie de l'enterrement, le père a dit, c'est une famille nombreuse, il y avait 6 enfants, a dit à tout le monde, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on prononce son nom. Voilà une exclusion. Et c'est normal, il n'y a pas de jugement à porter. Mais du coup, l'enfant était exclu. Une exclusion, une femme qui meurt en couche, par exemple. C'est tellement douloureux, à la fois pour les hommes et pour les femmes, d'ailleurs, qu'on va l'oublier. Une exclusion, c'est quelqu'un qui a commis des méfaits, par exemple. Et on n'a pas trop envie de salir l'image de la famille, hein, ou une femme qui est répudiée. Il y a plein d'exclusions. Sauf que, comme c'est insupportable dans le système, eh bien le système va faire porter sur les plus faibles, vous savez, c'est comme un mobile, ça pend, hein, et les plus faibles, bah, c'est vous, vos enfants, vos petits-enfants, va faire porter le poids du disparu, de celui qui a été exclu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à vivre, alors qu'on n'y pensait pas, des symptômes, carrément des morceaux de destin, ok ? Des pathologies de quelqu'un que vous ne connaissez probablement d'ailleurs ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Parce qu'il y a certains membres de votre généalogie avec lesquels vous êtes reliés inconsciemment. Tout ça, c'est totalement inconscient, que vous ne connaissez même pas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça, du coup ? Comment ça se fait qu'on se retrouve là, et pourquoi, moi, est-ce que je me retrouve à vivre les problèmes cardiaques de ma grand-mère ? Et zut, hein ? Alors, d'aucuns pourraient dire, oh, bah, c'est pas juste, avoir de la colère, etc. Alors là, non. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce qu'on va voir le sens des choses. Et le sens des choses, c'est ça qui fait la force d'un travail thérapeutique. C'est ça qui fait que vous allez vous retrouver aux commandes de votre vie. C'est de comprendre pourquoi les choses vous sont arrivées. Alors, on va revenir tout simplement à la vie. La vie, c'est un système. C'est la vie, c'est de l'amour. Hein. Pour moi, la vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui est continuellement en expansion, qui avance toujours. Diling, 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 mais c'est très bien. Je l'aime bien à ce moment-là, celui-là. Et puis, dans cette vie, tous, autant que vous êtes, à un moment donné, vous vous êtes retrouvés devant un mur, ok ? Puis alors, un mur costaud, hein. Et je ne vous dis pas, en fait, on en a plusieurs des murs dans notre vie. Hein. Et ce qui est important, c'est que vous n'avez pas pu rester scotché derrière votre mur, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la vie vous pousse aux fesses. Hein. C'est-à-dire que ça pousse, ça pousse. Je ne peux pas rester comme ça, figé, non. Donc, je vais faire quoi ? Eh bien, je vais être obligé de mettre en place des ressources particulières. Alors, les ressources, hein, je vais appeler ça comme ça, R1, R2, je vais passer par derrière, je vais creuser, je vais faire un détour, mais je vais être obligé de me dépatouiller pour franchir ce mur. Eh bien ça, ce sont justement
ces ressources qui font partie du sens de votre existence. Parce que ces ressources, ce sont celles que votre âme a considérées bonnes à mettre en place. Et que la seule façon de vous les faire apprendre, eh bien, c'était de vous mettre face à un mur. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu de mur, vous savez quoi? Paresseux comme nous sommes tous, hein, dans la race humaine, on se serait tourné les pouces et on n'aurait rien appris. Parce que les vacances, c'est chouette. Qu'est-ce que je vais m'enquiquiner à développer des trucs et des machins? Alors, il faut toujours qu'on soit poussé aux fesses. Et ça, c'est un peu aussi le sens de la souffrance en général. Combien de gens se posent des questions sur mes fiches? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce que ça continue à souffrir? Parce que la Terre, c'est une grande école. Hein. C'est la grande pièce de théâtre. Punaise, je vous dis pas. J'aspire à ce que la Terre devienne un paradis, ok? Mais tant que c'est une école, il y aura toujours des choses comme ça autour de vous, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Puis en même temps, ça vous fait travailler la tolérance. Hein. Alors, quand vous avez mis en place ces ressources, eh bien, vous êtes bien content, parce que ces ressources, vous allez les utiliser en tant qu'adulte. Alors, tant pis pour ceux qui connaissent déjà l'exemple, mais comme c'est un des plus marquants, une dame que j'ai accompagnée, chef d'entreprise, qui était très très fière de sa réalisation professionnelle, parce qu'elle avait mis en place dans le management quelque chose de très chouette. D'ailleurs, elle était cotée, classée ISO quelque chose, donc c'était vraiment, elle était primée, je dirais, pour la capacité qu'elle avait à encadrer ses équipes. Super. Et puis cette dame-là, elle venait me voir parce que sa vie affective était un vrai désastre, pas d'homme dans sa vie, pas d'enfant, et donc on est remonté, et elle est remontée, quand à l'âge de 5 ans, eh bien sa mère lui a carrément fichu le dernier né dans les bras en lui disant à partir de maintenant, toi tu t'en occupes, moi je suis obligée de retourner travailler, et en même temps, les deux injonctions sont arrivées en même temps, tu t'occuperas de ton père, il faut lui faire à manger parce qu'il est au chômage. Et ça a marqué sa vie. C'est-à-dire qu'à 5 ans, cette petite fille a quitté son habit de petite fille et elle est devenue une adulte. Autrement dit, son enfance, elle ne l'a jamais vue. Elle ne l'a jamais connue. Il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas leur enfance. Moi, j'ai une cliente, elle me dit, vous savez, ma mère, j'ose même pas vous en parler, elle a 54 ans, et ben la maison, c'est un vrai courant d'air, ça joue de la guitare, ça fume des pétards. En fait, à 50 et des breloques, la dame est en train de vivre son adolescence, qu'elle n'avait jamais vécue. On peut comprendre, hein. C'est-à-dire que quand c'est manquant, il y a toujours un appel pour aller le revivre, ce truc, hein. Bon. Sauf que ça, c'était la peine de ma cliente. Alors, la peine avec toutes les croyances autour. Croyances d'abandon, ses parents s'en sont pas occupés, hein, c'est elle qui a tout fait. Elle a inversé le système. Elle est devenue parent alors que c'était une petite fille. Elle s'occupait de son père. Et là, vous sentez qu'il y a ce qu'on appelle au niveau du système, il y a une grosse erreur, il y a une inversion de l'énergie qui est très grave. Hein. Souvent, d'ailleurs, dans les techniques de survie que nous avons pour tenter d'être aimés, eh bien, nous mettons en place des côtés sauveteurs. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup dans l'espoir inconscient qu'on va recevoir. Sauf que ça se met en place et qu'après, ça va rester. C'est-à-dire que ça sera notre stratégie pour avoir de l'amour ou de l'amitié. Toujours. Et donc, cette petite fille, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est revenue. Elle est revenue, bien entendu, ici, pour informer sa petite fille de 5 ans qu'à 5 ans, et puis on a fait aussi du travail dans la vie intra-utérine, eh bien que finalement, quelque part, cet enfant, elle avait choisi cette existence-là. Nous choisissons nos incarnations. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors évidemment, hein, on part, vous savez, on part la fleur au fusil. Ouais, je vais y arriver. Et là, je vais mettre ça en place. Oh, c'est top. Hein. Ça, sincèrement, un jour, j'ai une dame comme ça, je l'accompagnais. Elle volait avec son frère au-dessus de la terre en disant « Oh, c'est génial tout ce qu'on va faire, etc. » Et puis au moment où elle descend dans la matrice de sa mère, parce qu'on le retrouve, on retrouve tout, c'est ça qui est chouette, elle dit « Ouh là, ça c'est plus dur là, ouh que c'est dur » parce que, évidemment, ça se densifie. Hein. Mais n'empêche que nous partons toujours avec la fleur au fusil. Et quand elle a retrouvé sa petite fille de 5 ans, cette petite fille de 5 ans a retrouvé qu'il y avait de l'amour, a retrouvé que finalement il y avait un chemin. Il était dur, mais elle l'a fait. Et vous savez quoi? Quand elle est arrivée un jour dans mon cabinet, elle m'a dit, vous savez Christine, j'ai bien réfléchi. Finalement, si c'était à refaire, je re-signe. Elle avait accepté. Et sa vie s'est ouverte à partir de ce moment-là. Là, elle a rencontré l'amour. Tant qu'elle était dans la colère et le sentiment d'injustice, qui sont légion parmi nous, hein, eh bien, rien ne s'ouvrait à ce niveau-là parce que cette colère faisait barrage à l'ouverture dans l'univers de ce qui était bon pour elle. Du moment qu'elle a accepté, et elle m'a dit, ces ressources que j'ai mises en place, d'autonomie, de gestion, de sens de l'organisation, de faire attention aux autres, elle avait un sacré cœur ouvert, cette dame, c'est des ressources, mais pour rien de monde, c'est trop précieux. C'est pour ça qu'elle en était arrivée à faire ce chemin d'acceptation.
Eh bien, c'est la même chose. Si nous revenons maintenant à la généalogie, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait des correspondances. Et en fait, quand je parle d'une trame de réalisation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, finalement, quand nous nous incarnons pas n'importe où. Nous choisissons nos parents. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous donner, dans leurs limites, ils vont nous donner exactement le tremplin dont nous avons besoin pour nous réaliser. Ça veut dire que si j'ai un parent qui est froid, dans un comportement qui est froid, etc., ok ? Ben, il y a de fortes chances que je sois là pour aller ouvrir mon cœur. Pourquoi ? Parce que je vais beaucoup en souffrir de ça. Et on peut avoir plusieurs réactions dans la vie. Je peux devenir avec un cœur dur moi-même, devenir froid comme mon père ou ma mère. Je peux aussi, à l'inverse, faire tout l'inverse. Hein, c'est-à-dire l'ouvrir, mais tellement je l'ouvre que finalement, je vais aussi avoir des problématiques, parce que j'en fais trop, hein, et je m'oublie là-dedans. Donc, je vais apprendre au travers de ça à trouver le juste milieu qui est cette ouverture de cœur et cette ouverture de conscience. Donc, nos parents nous donnent un tremplin extraordinaire, mais ce n'est pas uniquement nos parents, c'est du coup toute la généalogie qui nous donne ce tremplin. Parce que nos parents, que font-ils ? Ils répètent souvent des modèles qu'ils ont eux-mêmes hérités des générations précédentes. Hein ? De la même façon que nous allons avoir dans ces modèles-là, eh bien, des individus un peu particuliers avec lesquels on va se trouver en relation. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, si vous portez une croyance de dévalorisation dans votre vie, ça c'est votre axe 5 minutes, super. Ça c'est votre axe personnel. Eh bien, il y a de fortes chances pour que l'ancêtre ou le membre du système avec lequel vous allez vous trouver relié porte lui aussi ou soit dans des problématiques de dévalorisation. Il n'y a pas de hasard. Et quand vous avez beaucoup travaillé dans votre axe personnel, imaginons que vous avez gâché beaucoup de choses. Et la vie va mieux. En sophroanalyse, quand on fait un travail perso, il ne faut pas attendre 30 séances pour que ça aille mieux. Ça va mieux de jour en jour, de séance en séance, parce que c'est opératif, ça se met tout de suite en place dans la vie. Ok ? Et puis il y a un petit truc où vous dites « Oh, mais enfin, c'est curieux ça, j'ai lâché déjà les culpabilités. » Et puis il y a encore un machin qui coince. Très souvent, la solution, elle est là. C'est-à-dire, dans ce qui coince, ça va vous obliger à aller faire un petit tour dans la généalogie. Alors, assurez-vous, soit c'est votre âme qui vous la présente en séance de sophroanalyse, soit vous faites une constellation familiale et ça va se présenter aussi. Parce que moi, quand j'anime des constellations, je laisse votre âme toujours aux commandes, de la même façon. Et du coup, vous allez être obligé de travailler sur cet ancêtre particulièrement. Et ça va consister à quoi ? Ça va consister à lui redonner sa place à cet ancêtre, à le revaloriser. Parce que nous avons des ancêtres. Alors vous allez me dire, ils sont réincarnés depuis longtemps. Oui, mais ils ont des facettes d'âme qui sont toujours en souffrance. Pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils n'ont pas pu faire. Eh bien, en travaillant avec eux, non seulement nous allons nous libérer, on va mettre de la lumière pour nous, mais nous allons également mettre de la lumière pour nos ancêtres. On travaille pour notre système. Et on va mettre de la lumière chez ces ancêtres, on va les réhabiliter, leur rendre leur dignité, très souvent. Autrement dit, non seulement vous installez la colonne de lumière pour eux, pour vous, et pensez à une chose qui est très importante, vous installez aussi cette colonne de lumière pour vos enfants. Parce que tout ce que vous êtes dans votre histoire personnelle, ce que vous ne portez pas, ce que vous n'assumez pas, ce sont vos enfants qui le font. Ça, c'est très important. Alors, à partir du moment où vous assumez votre histoire personnelle, vous savez, je ne compte pas le nombre de mères qui viennent me trouver en disant « voilà, je voudrais vous amener ma fille parce qu'elle a 8 ans, ça ne va pas du tout. » Oui, parlez-moi de vous, chère madame. Dans 98% des cas, je travaille avec la mère ou le père. Et ça suffit pour libérer l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il manifeste quoi ? Il manifeste des symptômes ou il m'a manifesté des comportements qui sont simplement révélateurs. Je te montre, maman ou papa, je te montre ce qui te correspond. Je vomis tout le temps, mais c'est pas moi qui vomis, je vomis pour toi, maman. Ou je dors pas pour toi. Donc venez libérer vos histoires personnelles. Et quand vous avez également libéré vos ancêtres, vous faites un travail qui est sacré, parce que du coup, vous avez mis une colonne de lumière. Et vous savez, souvent, dans un système familial, il n'y a qu'une seule personne qui se dit « Merde, pourquoi c'est moi qui fais tout ce travail ? 10 ans de thérapie, et puis encore si, et les autres, mes frères et sœurs, vous croyez qu'ils font quelque chose ? Rien du tout. » Oui, écoutez, vous dire un truc, réfléchissez bien. Vous êtes peut-être le seul porteur de flambeau là-dedans, mais réalisez l'énorme gain que vous avez en augmentation de votre ouverture de cœur, de votre champ de conscience, de tout ce que vous allez libérer. Et de tout ce que, si vous le libérez dans cette vie, vous ne porterez pas dans la vie suivante. Et quand on le fait aussi pour les autres. Parce que si vous changez, les autres automatiquement
vont bien entendu évoluer. Voilà, il y a temps pour une petite question. Dans les séances où on retrouve son enfant intérieur, on l'exprime avec des mots. Bien sûr, tout est exprimé. Alors, encore une chose, je fais un appel au peuple. S'il y a des... Moi, je suis... bon, bien entendu, je consulte. Mais vous avez sur mon site internet tout un tas de sophroanalystes qui consultent également. Moi, ce que je cherche, ce sont des gens qui deviennent des sophroanalystes parce que le monde en a besoin. Nous en avons tous besoin. Il y a beaucoup de souffrance. C'est une méthode qui va à l'essentiel. Et si vous avez le goût d'aller à l'essentiel, si vous avez bien entendu d'abord le goût d'aider les gens, eh bien, c'est une méthode qui est fantastique pour ça. Alors voilà, donc je vous invite à regarder le programme. Et c'est une formation qui dure 1 an, elle n'est pas très longue. Et elle est extrêmement gratifiante parce que c'est un boulot où vous voyez le sourire des gens, c'est des vraies renaissances que vous accompagnez. Oui, question. Moi, je voulais savoir si au départ il y a l'énergie de oui. penser donc de ne pas avoir d'enfant. Oui. Là, vous avez parlé d'une stratégie où on est très intériorisé. Ouais. La stratégie mine. Oui. Est-ce qu'il y a l'autre stratégie qui pourrait être la colère et bien sûr. Complètement dans le... Il y a toujours 2 types de stratégies. Les stratégies que vous mettez en place, ce sont soit des stratégies de soumission, c'est l'enfant soumis, avec effectivement, bon, je disparais sous le tapis, comme ça je me fais tout petit, on ne me voit pas, ou des stratégies rebelles, je vais lui donner des coups de pied, je vais me faire remarquer, je vais lui montrer moi qui je suis. Toujours. Et dans beaucoup de croyances, vous avez à chaque fois, dans les stratégies qui se mettent en place, les 2 volets qui sont possibles. Voilà.